Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et l'avantage de recevoir un ami, Olivier. Salut Olivier. Salut Pierre. Alors, notre histoire commune commence sur les bancs d'HEC où on s'est croisés. Mais en fait, tu as une vie riche à plus savoir qu'en faire finalement. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir échanger avec toi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, on va parler de leadership, de management, de transformation des organisations. Ce sera, je pense, le fil rouge de toute notre conversation. Mais avant qu'on aille vers ça, et parce qu'on l'a dit, tu as un parcours juste hallucinant. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, avec joie. Alors, je t'ai pris au dépourvu, là. Alors, que te dire ? Je peux te dire que j'ai 56 ans, que je suis originaire des Hautes-Alpes. Je suis né à la montagne, j'ai grandi à la montagne, que j'ai quitté pour aller faire mes études supérieures. Ensuite, le hasard de la vie m'a amené à faire une carrière militaire, même si en réalité je ne crois plus au hasard depuis longtemps. Ouais. J'y suis resté 18 ans, et puis ensuite, c'était il y a 15 ans, j'ai rejoint le monde de l'entreprise, à des fonctions de direction, puis de direction générale, et puis par la suite, j'ai monté un cabinet de coaching et d'accompagnement des entreprises en transformation. Alors déjà, on va revenir sur un truc. Première partie de l'histoire, tu quittes ta province pour aller faire des études, c'est ça ? Oui, alors en fait, l'histoire, oui, je quitte ma province pour aller faire je quitte mes montagnes pour aller faire des études supérieures. En réalité, l'histoire, elle commence avant ça. Ouais. Alors, je suis en train depuis quelques mois de finaliser l'écriture d'un livre qui racontera je sais pas, il y aura peut-être pas loin de 300 pages, toute mon histoire de cette enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais en deux mots, l'histoire pour moi, elle est fondatrice parce qu'en fait, moi, je grandis dans un environnement grandiose, voilà, des montagnes magiques, la plus haute ville d'Europe, Briançon. C'était en tout cas la plus haute ville d'Europe à l'époque. 300 jours de soleil par an, la neige, voilà, des paysages, des montagnes et des vallées sublimes. Et dans le même temps, à l'âge de 18 mois, on diagnostique une maladie cœliaque pour moi. Quesaco, c'est quoi ? Bon, c'est une maladie auto-immune qui conduit à une malabsorption des aliments, qui en gros, pour faire simple, crée des troubles digestifs importants, des retards de croissance et une baisse du système immunitaire. La totale. La totale.
Et du coup, jusqu'à l'âge de 9 ans, je vis avec pas mal de privations de nourriture parce que je suis intolérant au gluten, mais vraiment une intolérance lourde. Et à l'époque, dans nos montagnes, on n'a pas toute la, on n'a pas toute l'information qu'on a aujourd'hui sur Internet, et donc Ouais. mes parents partant de la liste d'aliments qui m'est autorisée, à partir de là, on varie Tu à manges pas rien. grand-chose, quoi. Voilà, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et donc, en plus du fait d'avoir un retard de croissance, j'en ai marre de manger toujours la même chose et de ne jamais pouvoir manger de gâteaux. Je vois les Ah, autres ouais. aux anniversaires et manger des gâteaux. Ma mère me disant toujours, sois raisonnable, je compte sur toi. Et voilà, et les autres s'empiffrent et moi non. Bon, en gros, pour faire court, Et à t'étais l'âge... vraiment raisonnable ou pas? Oui, oui, j'étais super raisonnable. Ah oui, oui, parce que je croyais vraiment qu'il y avait un enjeu de vie ou de mort. Mais du coup, les frustrations sont telles qu'à l'âge de 9 ans, en fait, je décide d'arrêter ça. Et je me dis, mais en fait, non, ça n'est pas la vie que je veux vivre. Et tant Ouais. pis si je dois mourir, mais je vais changer ça. Alors, en réalité, il n'y a pas de risque de mort, mais dans la tête de l'enfant, en tout cas en conscience, dans l'enfant de 9 ans, il n'y a pas cette euh, connaissance suffisante. Mhm. Et donc un jour, je m'enferme dans les toilettes de l'école et la première chose que je mange, c'est une boulette de pain que j'avais pris en cachette. Et je peux te dire C'est que je l'ai luxueux. regardé. C'est Oui, oui. luxueux. Mais je peux te dire que je l'ai regardé longtemps, cette boulette de pain, parce que, comme je te le disais, je pensais que potentiellement je pouvais T'allais en mourir, mourir. ouais. Mais je me suis dit, je préfère mourir que vivre cette vie-là. Voilà, ça ne sera pas ma vie. T'aurais pu prendre, je sais pas, un Mars, un lion ou une boulette de pain. Oui, mais parce qu'en fait, le pain, je sais pas, ça avait quelque chose de symbolique pour moi. En fait, c'est très symbolique, hein, Ouais, le ouais, pain. Là. non, c'est Enfin, limite mais mystique même. oui, oui, mais du coup, voilà, va savoir pourquoi. C'est une grosse boulette de pain que je suis allé chercher. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc évidemment, je ne suis pas mort. Et donc petit à petit, j'ai transformé mon alimentation en cachette de mes parents d'abord. J'ai commencé à manger ce qui me plaisait. Donc tout doucement, avec la peur au départ que ça crée Ouais. des réactions. Et puis en fait, comme j'y suis allé quasiment à dose homéopathique, tu vois, petit à petit, eh bien, en l'espace de 2 ans, ça s'est fait naturellement. Et puis quand un jour j'ai montré à mes parents, en tout cas j'ai commencé à manger du gâteau ostensiblement, mes parents étaient très inquiets. Je dis non, vous inquiétez pas, j'ai déjà essayé, ça se passe bien. Bon, et donc au final, voilà, on est allé voir un spécialiste à Marseille qui a dit Ouais. bon ben ok, a priori c'était C'est c'était une passé. maladie bénigne, en tout cas c'était D'accord. une version bénigne de la maladie, donc voilà, vous le surveillez et si ça va bien, pas de problème. Et moi je me suis dit non, bon je savais pas trop ce que signifiait le mot, mais j'avais compris qu'il voulait dire que ça n'était pas grave, Mhm. et je me suis dit non en fait le médecin se trompe. Je pense que c'était grave, mais j'en ai tiré en fait la conviction que par le pouvoir de mon mental, j'avais réussi à vaincre la maladie. Et ça a tout changé en moi à ce moment-là. D'accord. Tu vois, j'avais 9 ans, Ouais. je te dis retard de croissance, pas mal de problèmes, Quand énormément on même te de voit problèmes de aujourd'hui, on santé. se doute pas, hein. Non, mais en fait, tout s'est rattrapé dans les 7 années qui ont suivi. Et Mhm. à partir de l'âge de 12 ans, justement, et là, si tu veux, j'avais une telle revanche à prendre sur la vie que je me suis lancé dans le sport. Alors, je faisais déjà beaucoup de sport, mais je Mhm. me suis lancé dans le sport à outrance. Et voilà, 10 ans plus tard, T'étais euh, taillé. j'étais, je ne sais pas si j'étais taillé, mais en tout cas, j'étais moniteur de ski, moniteur de kayak, j'étais ceinture noire de karaté, j'avais divers titres en sport de combat et en arts martiaux, des titres régionaux. Bon, et donc j'avais l'impression d'avoir pris ma revanche sur la vie. Ouais. Mais enfin, les sports de combat, c'était venu tout de suite ou quand tu essaies de réfléchir à pourquoi tu es allé vers les sports de combat? Alors, je suis allé vers les sports de combat parce que j'étais un petit gamin faible et Ouais. qui avait besoin de prendre cette revanche sur la vie et de se dire je ne veux plus me sentir faible, je veux me sentir fort. Et donc pour ça, il fallait que je renforce mon corps, il fallait que je le muscle et en même temps, il fallait que je lui donne des capacités qui lui permettent de se défendre alors que j'avais pas de raison. Ouais. Mais et voilà, il y avait une espèce ouais, je pense que c'était lié au. Moi, je me suis vu longtemps vilain petit canard. C'était lié à ce regard dévalorisé que je portais sur moi. Et donc, je crois que c'est vers l'âge de 12 ans, j'ai découvert les films de Bruce Lee. J'avais un copain dont le père vendait des magnétoscopes. Ok. Et donc, du coup, on allait regarder en cachette dans le fond du magasin ou dans la réserve. On allait regarder des films de Bruce Lee.
Et c'est Ça comme va, ça si c'est que... du kung-fu, ça va, ça aurait pu être pire. Ouais, je sais pas ce que ça aurait pu être, mais en tout cas, ça a été ça. Et c'est comme ça que je me suis fabriqué mon premier nunchaku avec un manche à balai, puis après avec des flûtes, des, des barres, enfin des tubes, Ouais, des tubes ouais. en métal, enfin voilà, jusqu'au jour où je m'en suis acheté un vers l'âge de 16 ans ou 17 ans, je me souviens plus, j'ai acheté mon premier nunchaku, et c'était, voilà, là c'était, j'avais l'impression de devenir, de commencer à jouer dans la cour des grands. Ouais. Et, euh, et donc là, donc tu es encore chez tes parents. Alors là, je suis, ben, non, enfin, je quitte à 18 ans, j'ai Ouais. passé mon bac, je quitte, il faut aller faire mes études supérieures, et donc je décide de partir en Franche-Comté, où j'ai une tante avec un Mhm. cousin qui sont là-bas, parce qu'en fait, à Briançon, il y a pas d'université, donc nous, on était la ville la plus éloignée de l'Académie d'Aix-Marseille. Marseille était un peu plus de 3 heures de route, et en revanche, on avait à 2 heures de route de l'autre côté du col du Lautaret la ville universitaire de Grenoble. Et donc les jeunes, en fait, allaient faire leurs études soit à Aix-Marseille, soit à Grenoble. Mais tu savais déjà ce que tu voulais faire ou ce que tu voulais Oh, faire? pas du tout. Pas du tout. J'avais pas, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas beaucoup travaillé au collège et au lycée. Ah J'avais ouais, pas tu t'entraînais. Et oui, j'avais pas beaucoup de temps parce qu'en fait, je m'entraînais énormément. Et d'autant que j'avais un tel retard, si tu veux, en tout cas, c'est comme ça que je le concevais. Là où les autres s'entraînaient 2 heures, moi, je m'entraînais 4 heures. C'est-à-dire que j'ai fait le double Ouais. partout. Dans tous les sports que j'ai pratiqués, je me suis entraîné, je crois, 2 fois plus que les autres. Alors, pour le coup, ça a porté ses fruits. Pas les premières années, mais à force, ben évidemment, ça a porté ses fruits. Et puis, en plus, moi, euh, j'avais un père qui était assez exigeant. C'est d'ailleurs un doux euphémisme. Mhm. Je manquais de sa reconnaissance. Voilà. Et donc là aussi, j'avais une revanche à prendre sur la vie, j'avais une place à trouver. Donc j'ai été un adolescent très très rebelle. Pas un cadeau pour mes parents et encore moins pour mes professeurs. Donc ça C'est bien de le me, voilà. reconnaître maintenant au moins. Oui, oui, enfin, je le reconnais. Voilà, et donc pour faire court, je ne voulais pas aller ni à Aix ni à Grenoble parce qu'en fait j'avais envie de partir à l'aventure, loin de chez moi. Et donc c'est mon père qui a insisté pour que je fasse des études de droit. Je ne savais pas très bien quoi faire. Ouais. Moi j'avais envie de devenir prof de gym. Mon père m'a dit écoute, prof de gym, ça n'est pas un métier, donc tu feras autre chose. Il m'a Ah. proposé de faire du droit. Quand je dis proposer, il a pas mal insisté. Bon, finalement, j'ai accepté en disant bah, c'est ok, mais je le ferai, mais j'irai loin. Voilà. Et donc, je suis parti en Franche-Comté, à Besançon, où j'ai D'accord. fait mes études de droit. C'est relativement loin. On est d'accord. Ah, oui, oui, c'est la Franche-Comté par rapport aux Hautes-Alpes, c'est assez loin, C'est surtout à l'autre bout du l'époque. monde. C'est l'autre bout du monde. Surtout à l'époque, j'avais au début comme voiture, j'avais une Rodeo, des voitures en plastique, là, comme la Méhari de Ouais. Citroën. Et donc, je mettais, je sais plus combien, 6 heures, je crois, pour aller jusqu'à Besançon, Ah oui, c'est en loin. roulant à 90 maximum, C'est un avec Paris-New York quasiment en avion. Ouais. mais c'était comme Lindbergh traversant l'Atlantique, figure-toi. J'avais l'hiver, ma mère me mettait des couvertures, je t'assure, j'avais bonnet, gants et couvertures sur les genoux, parce que dans la voiture, il faisait un froid polaire, parce qu'en fait, tu sais, il y avait des vitres en plastique, avec de l'air qui passait partout. Quand il pleuvait Ouais. beaucoup, ça s'infiltrait dans la voiture, j'avais les cuisses trempées, enfin bon, Ouais, mais mon gars, t'étais c'était un l'aventure. montagnard, t'étais un dur à cuire déjà. Ouais, puis c'était le prix à payer pour partir à l'aventure Ouais. loin de chez moi, et ça m'a déjà donné le goût de l'aventure, sans doute, premier goût. Ah. Et donc, t'arrives pour faire du droit. Donc j'arrive pour faire du droit, voilà, et je commence. C'est marrant, je t'imagine pas du tout dans un amphi à faire du droit. Alors je dois t'avouer que je ne m'imaginais pas du tout non plus. Et au final, écoute, j'ai plutôt apprécié ces années. En fait, ce que j'ai aimé, je crois que le droit ne m'a pas passionné. Et d'ailleurs, je me demandais à quoi ça me mènerait longtemps. En revanche, ce que j'ai aimé, c'est on avait des profs qui étaient très responsabilisants.
Et je me souviens d'un prof qui s'appelle toujours Olivier Duhamel, qui était d'ailleurs très connu parce qu'il faisait pas mal de télévision à l'époque. Oui. C'est pas le journaliste Olivier, enfin il y a deux Olivier Duhamel. Il y avait le journaliste télévisé et un autre qui est devenu, je crois, patron de l'organisme de sondage, enfin mais qui était très connu, qui écrivait souvent dans Le Monde. Bon, on avait la chance de l'avoir comme prof en droit constitutionnel. Et tu sais, en première année de droit, tu as plus d'étudiants que de places disponibles. On avait un amphi de 550 places à l'époque. On était plus nombreux que ça. Et donc, dès le départ, il nous a dit, écoutez, voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, ceux qui parlent, ceux qui ne sont pas intéressés, vous avez votre carte d'étudiant. Ça vous permet d'avoir des réductions au cinéma. Vos parents ont les allocations, etc. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, rentrez chez vous. Personne ne vous oblige à être en cours. En revanche, si vous venez, vous vous taisez, vous écoutez et vous participez. Et j'ai trouvé ça extrêmement responsabilisant. C'est la première fois qu'un prof me tenait ce discours. Ouais. Et en fait, pour moi, qui était plutôt rebelle, eh bien, de me tenir ce discours de responsabilité, ça m'a en fait vachement responsabilisé. Et je me suis dit, tiens, ce gars, je vais venir à ses cours. Et comme en plus, ses cours étaient intéressants, on avait vraiment, il faisait beaucoup d'efforts pour rendre ses cours passionnants. Eh bien, voilà, du coup, j'ai commencé à prendre goût à ces études de cette manière. Puis en même temps, j'ai découvert la liberté. Ça Oui, veut alors, dire quoi, découvrir la liberté? qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certaines matières, par exemple, je me souviens d'un prof qui, lui, avait écrit 2 bouquins et qui ne faisait que lire son livre en amphi. Au bout du 4e ou 5e cours, quand j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas une phrase de plus dans son cours que la lecture de son livre, j'avais des copains qui m'ont proposé de venir jouer au bowling le mercredi après-midi. On allait jouer au bowling, puis après, moi, j'avais des entraînements. J'avais un entraînement de karaté contact, ensuite un entraînement de boxe. Donc, ça me permettait de faire... Tu as pas arrêté. Ah non, là-bas, j'ai même intensifié. Ouais. D'accord. Là-bas, j'ai continué, j'ai fait pas mal de combats. Et donc voilà, ça me prenait aussi pas mal de temps, mais j'arrivais à bien m'organiser. Et puis liberté, parce qu'au départ j'étais en cité universitaire, voilà, petite piole étudiante. Et puis j'ai commencé à travailler pendant ma première année d'études. Alors au départ des petits boulots, et puis ensuite j'ai trouvé un boulot en boîte de nuit le vendredi soir et le samedi soir. Et puis par la suite j'ai trouvé un poste de pion à mi-temps. Et écoute, je crois qu'au bout de la première année, je gagnais le même salaire que mes parents, en fait. Et donc là, pour le coup, j'ai acheté une grosse voiture. J'avais aussi besoin de me prouver des trucs, donc j'ai acheté une voiture de sport, j'ai loué un appartement. J'ai changé complètement de style de vie pour être la journée un peu à la fac. Et puis un peu au sport, un peu au boulot. La nuit, c'était soit les sorties avec mes potes, soit le week-end, c'était travailler en discothèque. Et voilà, et avec ça, j'avais une vie plutôt sympa. Le week-end, je faisais beaucoup de sport, on allait se balader, on allait faire du ski dans le Jura, j'avais une moto, enfin voilà, on faisait plein de trucs. La belle vie. Sympa, voilà, j'ai découvert la vie autonome, parce que pour le coup là j'étais devenu autonome, voilà, je gagnais ma vie et je pouvais l'organiser comme je le souhaitais. Mais alors, dans tout ça, est-ce qu'à un moment ou un autre, tu disais m'engager dans l'armée, c'est une option, ou c'était quelque chose qui était complètement à côté de tes préoccupations du moment? Non, ça n'était pas une option. Pour autant, j'ai été rattrapé par l'armée, parce qu'à l'époque, tu te souviens comme moi que le service militaire, exactement, le service militaire existe encore. Et donc, il fallait bien que je fasse mon service militaire. Et en fait, comme je ne voulais pas, je connaissais ma capacité mon risque en tout cas de dispersion. Je me suis dit, si j'arrête mes études en plein milieu pour faire mon service militaire, je les reprendrai jamais. Et donc, j'avais réussi à obtenir un report d'incorporation jusqu'à l'âge de 24 ans, tout simplement en faisant des préparations militaires. Et il y avait un système à l'époque qui s'appelait la préparation militaire supérieure. La PMS, ouais. Exactement, la PMS, qui permettait de repousser le sursis jusqu'à 24 ans. À condition de faire quelques périodes pendant les études. Et la contrepartie, c'est qu'on faisait notre service militaire comme officier appelé.
Et donc, c'est ce qui s'est produit à la fin de mes études de droit. J'ai 24 ans. Le moment est venu pour moi de rejoindre l'armée, mais au départ, dans mon esprit en tout cas, de manière tout à fait transitoire, juste pour une année. Voilà. Et donc, je rejoins Saint-Cyr-Couët-Quidan. Le sous-lieutenant Crozetta. L'aspirant Crozetta. Je n'étais pas encore sous-lieutenant à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et donc, écoute, donc là, c'est Saint-Cyr-Couët-Quidan, c'est pour c'est les EOR, c'est ça? C'est pour les EOR, exactement. Ouais. Voilà, tu avais les bataillons de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et puis tu as les 3 bataillons de Saint-Cyr, et puis tu as aussi le bataillon EOR, qui est rattaché d'ailleurs à l'ESM Saint-Cyr, mais qui est très à part, puisque lui, puisque tout ça n'existe plus, et qui formait des c'est l'école des officiers de réserve, c'est ça? C'est ça, l'école des officiers de réserve. Et qui formait donc des jeunes gens qui allaient faire leur service militaire comme appelé. On était destinés à être chef de section dans les compagnies d'instruction des régiments appelés. Ouais. Voilà. Et puis finalement, premier cadeau, ou je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, un cadeau se présente. Une place est offerte à la Légion étrangère au moment du classement en fin d'année, en fin DOR. Donc, on fait 6 mois de classe. Et là, une place est offerte à la Légion étrangère, ce qui ne s'est jamais fait. J'hésite à prendre la place. Le commandant du bataillon insiste. T'étais bien classé? Oui, j'étais bien classé. J'étais deuxième de la promo. Le major de promo était inapte pour la Légion. Donc le commandant de bataillon me convoque en me disant, écoutez, si on veut que c'est la première fois de l'histoire des EOR qu'une place est offerte à un aspirant du contingent à la Légion étrangère, en tout cas pour des fonctions qui n'étaient pas des spécialistes, ils avaient quelques juristes, ouais, il y avait des fonctions d'avocats qui ont atterri à la Légion. Ouais. C'est ça. Donc, mais en tant que chef de section, ça n'existait pas. Et donc il n'avait jamais recruté aux EOR classiques, voilà. Et donc il me dit, si on veut que ça se reproduise, il faudrait que le major prenne la place, mais le major est inapte physique, donc le suivant c'est vous, il faut que vous preniez la place. Bon. Et donc j'ai pris cette place. En fait, pression, quand même. Alors un peu de pression et un gros mensonge, parce que moi je voulais être parachutiste. Et donc je lui dis, mais est-ce que c'est un régiment parachutiste? Non, mais vous savez, à la Légion, tout est possible. Tout est possible. Donc si vous demandez, ils vous feront sûrement sauter en parachute. Bon. Et moi je l'ai cru. Tu voulais pas aller dans les chasseurs alpins? Non, parce que j'étais déjà moniteur de ski, j'adorais la montagne, mais j'avais envie de voir la mer. Et j'avais remarqué que les régiments parachutistes étaient plutôt dans le sud-ouest, pas loin de la mer. Et puis je voulais sauter en parachute. J'avais fait une préparation militaire parachutiste au départ pour repousser mon sursis. Puis comme ça me donnait pas un temps suffisant, j'avais ensuite fait une préparation militaire supérieure. Et donc j'avais adoré cet esprit para, sauter d'un avion. Moi qui avais besoin de découvrir mes limites, ça faisait partie des choses pour moi à côté desquelles je ne pouvais pas passer. Oui, puis si ton chef de corps dit que tu vas pouvoir sauter, tu vas pouvoir sauter. Ah voilà, et donc c'est comme ça que je débarque au 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes, le 2 ou le 3 octobre, je me souviens plus, 88. C'est le jour des inondations à Nîmes. La ville est saccagée. Le jour où j'arrive, la ville est saccagée par les inondations. Faut-il y voir une relation de cause à effet? Je ne sais pas. Non, j'ai failli être puni parce que je suis arrivé 4 heures de retard avec ma tenue complètement foutu en fait. J'étais en tenue de sortie parce qu'on se présentait en bel uniforme et j'avais traversé comme j'avais pu. Il m'a fallu 4 ou 5 heures pour traverser la ville une fois que les eaux commençaient à baisser. Je dis 4 ou 5 heures, c'est peut-être même plus que ça. Et puis les eaux charriaient du mazout, enfin un peu de tout. C'était vraiment une vision apocalyptique. Ça avait fait à l'époque, il y avait eu tout un Paris Match que j'ai encore chez mes parents, qui était consacré à ces premières grandes inondations à Nîmes au cours des 40 dernières années. Voilà, donc je suis arrivé là dans ce régiment. Très vite, j'ai déchanté, puisque j'ai compris que je ne serais pas chef de section, je ne commanderais pas des hommes, et j'allais me retrouver... Il n'y a pas d'appelé dans la Légion. Et voilà, tu as parfaitement raison. Ça ne m'avait pas échappé, mais je... On peut toujours espérer, tu me diras. Voilà, j'avais espéré. Donc je me retrouvais à l'état-major dans un poste plus ou moins de communication ou de je sais pas quoi, qui ne m'intéressait pas du tout.
Bon, finalement, j'ai pris mon mal en patience, j'ai porté le béret vert. Les officiers d'ailleurs m'ont dit, écoutez, mon jeune ami, vous portez le béret vert, vous êtes appelé, c'est une chance inespérée, donc voilà, ne la ramenez pas trop et tout se passera bien pour vous. Vous avez 6 mois à faire chez nous et tout se passera bien. Mmh. Et là, je me suis dit, mais ils connaissent pas Raoul, ça ne va pas se passer comme ça. C'est quoi cette expression? Oui, c'est dans les tontons fagleurs. Ah oui, ok, d'accord, ouais. D'accord, j'ai connecté, c'est bon. Voilà. Et donc finalement, bah écoute, au bout de quelques mois, j'avais fait mon trou dans le régiment. Tous les matins, j'allais faire mon sport, un coup avec une compagnie, un coup avec une autre. Ils m'emmenaient tirer. Et puis au bout d'un moment, le chef de corps m'a proposé plusieurs projets. On a testé un moment, comme il savait que j'étais moniteur de kayak, il aurait aimé créer une section d'infiltration par kayak. Bon, mais finalement, on a fait quelques tests. Bon, ça fonctionnait pas trop. Mmh. Ensuite, il m'avait demandé de préparer une compagnie qui allait passer les qualifications montagne à Chamonix, ce que j'ai fait. Et donc, petit à petit, si tu veux, pendant ces 6 mois, en fait, j'étais à la fin, je devais passer, je sais pas, peut-être 2 demi-journées par semaine au bureau. Et le reste du temps, j'étais tout le temps Sur le avec les terrain. compagnies de combat. C'était génial. Et à ce moment-là, deuxième opportunité se présente à moi, à 1 mois de la fin de mon service militaire, 1 mois et demi. Le chef de corps me convoque en me disant, écoutez, voilà, on a un problème. L'officier adjoint de la première compagnie du régiment est tombé gravement malade. Le lieutenant le plus ancien a quitté sa section pour prendre prématurément, avec 1 an d'avance, le poste d'adjoint. Et aujourd'hui, j'ai une section de combat qui se trouve sans chef de section. Et le prochain plan de mutation est dans presque 1 an. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un. Et j'ai vous sous la main qui avez été formé comme chef de section appelé. Et donc, si vous signez un contrat pour 1 année de service militaire supplémentaire, je vous offre cette section de combat sur un plateau. C'est genre volontariat service long, c'est ça? Exactement, c'était le VSL, et donc ici il fallait que je signe pour 12 mois de plus, donc ça m'a amené à faire un service militaire de 24 mois au lieu de 12. Et tu hésites ou pas? J'hésite très peu en fait, et je vois que voilà, on fait des descentes en rappel de nuit sur des... enfin, non, j'allais dire un truc, mais en fait on n'avait pas le droit de le faire, donc je vais pas dire ce qu'on faisait. Mais on fait des tas de choses, voilà, passionnantes, et je me dis, bah... Des trucs que tu peux pas faire ailleurs, surtout. Et alors, ce qui est sûr, c'est que commander une section de Légion, non, ça c'est sûr qu'en dehors de la Légion étrangère, tu ne pourras jamais le faire. Et c'est vraiment un milieu c'est un milieu extraordinaire, très particulier, c'est une exception française, la Légion étrangère. C'est la France, c'est le seul pays à avoir une légion composée d'étrangers. Et vraiment, il y a un sens, il y a une abnégation, il y a un sens de l'engagement, il y a un sens de la famille aussi qui est très très poussé à la Légion étrangère. Et alors moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est un vrai respect de la hiérarchie. Enfin là, ça rigole pas. Le chef, c'est le chef, hein. Oui, c'est vrai. Alors après, la limite que ça, moi je l'ai vu quand je suis devenu chef de section, c'est que du coup, moi, mes hommes, en tout cas, m'ont toujours marqué un profond respect. Je ne sais pas si tous le ressentaient à l'époque, parce que pour être tout à fait honnête, même si j'ai la chance d'avoir eu un commandant de compagnie quand j'ai rejoint donc cette compagnie qui m'a beaucoup formé, j'étais encore un jeune gamin, voilà, j'avais 25 ans, j'étais un peu immature encore, j'avais des choses à me prouver et à prouver au monde. Je n'avais pas été très bien préparé parce que c'est pas en 6 mois de classe à Saint-Cyr-Couët-Quidin, enfin en tant qu'EOR que tu es pleinement formé pour être chef de section de combat à la Légion avec tous les équipements, tous les matériels, tous les savoir-faire et toute l'expérience qu'ont ces gars-là par rapport à moi. Et donc j'étais un jeune officier assez arrogant, assez rigide, un peu imbu de sa personne, extrêmement exigeant. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose que j'avais tiré de mon expérience de l'enfance, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai réussi à partir du moment où j'ai décidé de changer ma vie à 9 ans, et puis qu'à 12 ans, j'arrête le régime, et puis je peux me remettre à avancer différemment sur ce chemin de vie, à partir de là, je vais le faire en serrant les dents, à la force de la volonté. Et du coup, je suis devenu extrêmement exigeant envers moi, et sans m'en rendre compte, je suis aussi devenu très exigeant envers les autres. Oui. Et j'avais fini par croire que, du coup, si moi je peux le faire, les autres doivent le faire aussi, comme si j'étais devenu le maître étalon.
Alors, je sais pas. En tout cas, je pense que ça n'a pas été rose tous les jours pour eux. Et voilà, avec le recul, voilà, j'en éprouve beaucoup d'empathie pour eux parce que et parce que vraiment, franchement, c'est pas de la fausse modestie. Je pense que j'étais vraiment un mauvais jeune chef de section. J'ai appris énormément pendant ces 18 ans d'armée. Autant à la fin de ma carrière, quand je quitte l'armée dans les forces spéciales, le regard que portent mes hommes, mes pairs et mes chefs sur moi et moi-même, sur mon style de commandement, est plus du tout le même. Je pense que je suis un officier reconnu, respecté pour sa bienveillance et son exigence, pour sa capacité à emmener les équipes se dépasser et atteindre les objectifs. Bon, mais ça n'était pas le cas quand j'étais un jeune officier. Je pense que mes chefs voyaient bien en moi un homme talentueux, qui avait pas mal de capacités, et en même temps, je voyais bien que souvent on me faisait comprendre que j'étais un peu excessif, un peu rigide. Voilà. Et donc j'ai appris à mes dépens. Mais est-ce que ça correspond pas aussi à l'esprit de la Légion où on pousse les curseurs, on suit l'ordre, on avance et puis, excuse-moi, mais on réfléchit pas trop, quoi. En tout cas, rien ne t'y oblige. C'est-à-dire que oui, le système fait que les hommes te suivent comme un seul homme. Ça, c'est vrai. C'est une des forces de la Légion. Maintenant, rien ne t'impose en tant que chef d'être un chef exigeant à l'excès et manquant de bienveillance. Tu vois, tu peux aussi être les deux. Ça, je suis pas en train de dire qu'il faut faire de la démagogie, qu'il faut être un copain. Non, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ça n'est pas ce qui est attendu de ce type d'unité. Et puis c'est aussi des gaillards qui ont du tempérament. Mais ça n'empêche pas d'être profondément humain et bienveillant. Et moi, je manquais de cette humanité. Voilà. En tant que jeune officier, j'avais beaucoup de croyances, j'étais pétri de plein de certitudes, dont beaucoup se sont craquelés, fracturés au fil des expériences, y compris parfois les plus douloureuses. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Et t'es parti en opération avec la Légion, quoi? Oui, on est parti en opération plusieurs fois en Afrique. Ça, c'est quand j'étais donc au 2e étranger pendant cette année que je vais passer en tant qu'aspirant puis sous-lieutenant, chef de section de la 2e section de la 1re compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie. Voilà. Et puis du coup, dans cette année-là, et d'ailleurs pendant qu'on est en opération pendant plusieurs mois au Tchad, juste avant, en réalité, avant qu'on parte en opération, le chef de corps me parle en fait d'un concours dont j'ignorais l'existence, qui permettait à l'époque à l'armée de recruter 2% de ses officiers sur titre universitaire. Et donc ça me permettait, si je réussissais ce concours, de rejoindre ensuite une promotion de Saint-Cyriens qui quittait Saint-Cyr, de retourner en école d'application 1 an avec eux, et puis ensuite de reprendre, d'être réinjecté en régiment en fonction de mon classement de sortie, et d'avoir le déroulement de carrière d'un officier d'active. C'est donc ce que j'ai fait, et donc pendant qu'on était au Tchad... Et là aussi, pas d'hésitation ? Ou pas trop? Si, alors bon, là j'ai un petit... Parce que là, t'as tourné la clé, tu sais que tu y vas, quoi, hein, pour un bon moment quand même. Oui, mais tu vois, là encore, je me dis, écoute, ok, je sais pas encore très bien quel concours, tu vois, la magistrature, et en même temps, ça me paraissait un concours, j'étais pas sûr de vouloir être magistrat, puis ça me paraissait un concours extrêmement difficile. Il y avait un concours qui m'intéressait, qui était le concours de commissaire de police, mais en même temps, la police, moi, je m'imaginais à l'anti-gang ou dans des choses comme ça, mais l'idée d'être commissaire de province ne m'intéressait pas. Donc en fait, je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire, et donc je me suis dit, mais génial, en fait, la vie me propose de m'amener d'autres opportunités. Si je réussis, eh ben génial, alléluia, j'entrerai dans cette carrière-là, et si j'échoue, je me repose. Tu décides d'entrer dans la carrière, en tout cas de la tenter. Je décide de tenter ce concours. Et peu après, on part au Tchad. Et donc, pendant qu'on est au Tchad, je me souviens que ma compagnie, nous étions une compagnie isolée à Abéché, à la frontière du Soudan. Les rebelles, à l'époque, Idriss Déby, qui est l'actuel président de la République, était à la tête d'une armée de rebelles au Soudan, et il menaçait en permanence d'envahir le pays pour renverser Hissène Habré. Ce qui s'est fait 1 an plus tard, je crois. Je me souviens plus du nombre de mois précisément, mais en tout cas peu après nous. Et puis le reste du régiment était à N'Djamena, et moi, tous les mois, je revenais à N'Djamena en avion avec la liaison. Il y avait une liaison qui faisait un aller-retour pendant 48 heures,
Et pendant un mois, j'avais des tas de sujets à préparer que me donnait le chef du bureau opération, qui avait fait l'école de guerre et qui me préparait donc pour ce concours parce que le chef de corps lui en avait donné la mission. Ouais. Et franchement, je lui dois une énorme chandelle à cet officier. Il est décédé depuis. Il a été une grande figure de la Légion, du deuxième étranger qu'il a commandé pendant la guerre du Golfe. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi brillamment mon concours. Il ne m'a jamais fait de cadeau. Il était d'une dureté exemplaire. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis de ne jamais lâcher. Et au final, je suis sorti major au concours. Voilà. Et là, pour le coup, sans lui, jamais ça n'aurait été possible. Et c'est comme ça qu'en 90, je rejoins l'école d'application de l'infanterie. Pour rattacher à la promotion de Saint-Cyr, qui est la Tom Morel, où je vais passer un an en école d'application, où je vais vraiment apprendre. Alors moi, je l'ai déjà appris de manière empirique et sur le terrain. Ouais. Là, on va venir compléter beaucoup ma formation dans tous les domaines et puis parfaire aussi mon savoir-vivre. J'avais besoin en tant qu'officier d'apprendre un petit peu les T'étais un bonnes peu manières brut, d'un c'est officier, ça? etc. Ouais. Voilà. J'ai aussi appris à danser à cette occasion. Enfin, bon, ça a Ah été bon? une année. Attends, mais D'accord. Montpellier, c'est sympa. Alors on n'avait pas de cours de danse, hein, pardon, mais Ah, comme on avait beaucoup de soirées et qu'on était invité à pas mal de soirées en uniforme, j'étais le seul à pas savoir danser. Ils savaient tous super bien danser le rock, les Saint-Cyriens, moi non. Et donc j'ai pris quelques cours, j'ai appris à danser. Et moi, ça a été une année sympa. La mer est pas loin. J'avais ma moto, ma voiture de sport. Enfin bon, tout était sympa. J'ai quand même bossé comme j'avais pas bossé depuis très longtemps. ouais. Pour pouvoir décrocher à nouveau la Légion étrangère en fonction de mon classement, parce que moi, il était inconcevable que je n'ai pas la Légion. Et d'ailleurs, en partant, la Légion m'avait dit, il ne serait pas envisageable que vous ne décrochiez pas la Légion à l'issue. Donc, démerdez-vous comme vous voulez, mais il va falloir sortir dans les meilleurs pour Les avoir la Guio Légion. Patria Nostra, hein. Une fois que tu y es, c'est dur. Ouais. C'est dur d'en Voilà. sortir. Mais ça me convenait, voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est produit. Et c'est comme ça que j'ai choisi de rejoindre le 3e REI, le 3e étranger, le régiment le plus décoré de la Légion étrangère, le régiment mythique, c'est le régiment de la jungle, que je rejoins à l'été 1991, voilà, comme chef de section. T'avais sauté en parachute déjà ou pas? Parce que finalement, ça, on l'a loupé. Alors, T'as sauté ou pas à un moment? alors, Jusque-là. Alors j'ai sauté plusieurs fois, mais dans le cadre de parachutisme sportif, parce que le régiment, donc pas avec un casque, pactage et armes Ouais. d'un avion militaire, mais le deuxième étranger avait une section militaire de parachutisme sportif, et du coup on allait sauter à une 50aine de kilomètres de là. Il y avait un aéroclub et on allait sauter régulièrement. Donc j'ai commencé mes premiers sauts en parachute à cette époque-là. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à choper le virus. Donc te voilà reparti à la Légion. Deuxième épisode. Donc la Légion, deuxième épisode, et là cette fois-ci, c'est plus en métropole, c'est en Guyane, le régiment de la jungle, le régiment des lieutenants aussi, parce qu'en fait je découvre assez vite là-bas que les commandants de compagnie, les capitaines commandants de compagnie sont maintenus au quartier la plupart du temps, et puisqu'en fait toutes les missions se font en section. Voilà. Et donc, des missions profondes, des missions fluviales, des séjours au centre d'entraînement commando jungle de la Légion. Et du coup, moi, je vais être formé aussi à pas mal de spécialités. J'aurai la chance d'aller être formé à l'étranger, de faire beaucoup de missions, y compris des missions de recherche de personnes disparues, des missions C'est vraiment comme on le voit dans les reportages, je sais pas, 90 minutes d'enquête ou des trucs comme ça. Ces types d'entraînement, c'est hyper dur, quoi. Oui, après... Alors moi, je n'ai pas de télévision, donc mais je vois bien quand je vais chez mes parents, mon père aime bien regarder ce genre de trucs, donc parfois je regarde quelques minutes. Oui, tout ce qu'il montre, il y a absolument rien de faux. Après, quand tu le regardes, c'est marrant parce que quand les gens qui le regardent de l'extérieur et qui ne l'ont pas vécu ont toujours l'impression que ce sont des choses absolument incroyables, que c'est impossible. Bon, la réalité, c'est qu'avec un peu d'entraînement, en verrouillant un petit peu parfois les neurones, quand par rapport à ce qu'on te demande de faire, tout ça se fait finalement
assez facilement. Je crois que ça fait partie des grandes capacités de l'être humain, en fait, son adaptabilité. Et moi, j'ai compris à ma première mission profonde, on partait pendant 30 jours, tu vis comme un animal pendant 30 jours, que c'est sûr que si tu gardes tes réflexes et si tu gardes en tête tous tes besoins de la vie de quartier, là, tu vas souffrir parce qu'il n'y a plus de douche, il n'y a plus de crème pour te crémer après la douche, il n'y a pas de sèche-cheveux, il n'y a pas de lit confortable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de popcorn, et il n'y a plus rien de tout ça. Tu vis au milieu de la jungle, tu pars avec 2 treillis qui, dès le 3e jour, sont trempés et dégueulasses tous les deux, et pendant 30 jours, tu vas être trempé de transpiration et de pluie, ou de l'humidité résiliente dans la jungle, ou de traverser des marécages pendant 30 jours, et t'es bouffé par les moustiques, les fourmis, etc. Donc si tu as peur du moindre bruit, si tu as peur des serpents, tout ça, mais finalement, si tu oublies tout, tu vois, moi je me suis rendu compte, je vais te donner une anecdote. Ma première mission, au bout peut-être au bout de 15 jours, je sais plus, ou 3 semaines, je me souviens plus, on a marché pendant plusieurs jours et on n'était que dans des marécages, alors on faisait 2-3 kilomètres dans la journée, parce qu'on n'arrivait pas à progresser, à avancer, et donc on est boueux, transpirant, bouffé par les moustiques et les fourmis, bon. Et on n'arrive pas à se laver correctement le soir, donc tu gardes tout ça sur toi, bon. Et au bout de plusieurs jours, on rencontre c'est ce qu'on appelle là-bas des criques, mais c'est même plus une crique parce qu'on était à la source, c'est un tout petit ruisseau, mais un tout petit ruisseau d'eau claire. Et bien là, le soir, parce que on s'arrête tôt en progression en Guyane, parce que la nuit tombe à partir de 17h, il fait nuit, parce que la couverture des arbres ne laisse plus ne laisse plus filtrer la lumière, et donc on s'arrête assez tôt, chacun nettoie son bivouac, tu tends tes bâches pour te protéger de la pluie, ensuite tu tends ton hamac, tu vas découper des piquets sur lesquels tu retourneras tes rangers, tu vas accrocher sur un trépied que tu fabriques, ton sac à dos, etc. Tu laisses rien au sol parce que il y a des bêtes, voilà. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, tu remets en condition ton matériel, donc tu nettoies ton arme, etc. Et une fois qu'enfin tout ça est terminé, la nuit commence à tomber, tu te mets une petite serviette autour de la taille, tu te mets tout nu et tu mets tes pompes, tu mets tes rangers pieds nus, et avec le savon que tu as mis dans ton quart et un petit gant de toilette, tu vas te laver là où tu trouves ce qu'il y a. Quand c'est du marécage, bah, tu te laves dans le marécage. Et là, cette fois-là, c'était un petit ruisseau qui devait faire peut-être 40 cm de large sur 15 cm de profondeur. Eh bien, j'ai trouvé une pierre plate que j'ai soigneusement rincée avec mon quart, et là, je me suis assis, j'ai posé mes fesses, je me suis assis sur cette pierre plate, les pieds dans le tout petit filet d'eau claire, et avec mon quart, je m'aspergeais la tête et le corps de cette eau pure, et là, je me suis dit, ça vaut tous les 5 étoiles du monde. Et là, ça y est. Et en fait, c'est ce soir-là dans mon bivouac que je me suis dit, bah tiens, là, il y a une sacrée bascule, quoi. Tu penses plus à la douche, tu penses plus à un lit confortable. Ça y est, tu t'es adapté. Et je crois que c'est une vraie capacité de l'être humain. Sachant, alors je fais juste un saut dans le temps, que 20 ans ou 30 ans plus tard, non plutôt 20 ans, 25 ans plus tard, tu te dis, tiens, si j'emmenais mes enfants en vacances en Guyane dans la jungle. Oui, en effet. Le truc qui vient à l'esprit de tout le monde. Hein. Bah écoute, si, je pense que tu as eu un vrai attachement par rapport à tout ça aussi. Ah mais oui, mais moi je suis parti, j'ai quitté la Guyane en 1993, j'ai embrassé la terre guyanaise en partant, et j'ai dit à cette terre, j'ai appris énormément sur moi et sur la vie ici, parce qu'en plus j'ai perdu 2 hommes pendant ces 2 années, et je reviendrai, et je l'avais dit, je reviendrai. Et en fait, et je m'étais dit, on va venir après, parce que pourquoi je quittais en même temps que je quittais la Guyane, je quittais la Légion, puisque j'avais réussi les tests pour rejoindre le service action de la DGSE. Et mais ce que je savais, c'est que la formation allait durer au moins 1 année,
et que beaucoup échouaient puisqu'il n'y avait pas de numerus clausus et que donc avoir réussi à intégrer le service action, c'était déjà une sacrée chance. Maintenant, après, garantir que tu y serais encore un an plus tard à la fin de ta formation, ça, c'était pas du tout garanti. Ouais, et donc, je m'étais dit, ça casse. Ouais. c'est ça. Et donc, je m'étais dit, si jamais j'échoue, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir en Guyane, commander une compagnie à la Légion étrangère ici, voilà, au 3e étranger, parce que même si je savais que le poste de commandant de compagnie était beaucoup moins sympa, j'étais tellement attaché à cette terre que j'espérais y revenir. Et donc, effectivement, il a beaucoup d'eau à couler sous les ponts avant que je n'y retourne, et l'opportunité s'est présentée à un moment. Le dernier de mes enfants, mon fils, avait, je sais plus, 10 ans, je crois. 9 ou 10 ans, je crois. Tu te rends compte quand même que tu es un grand malade. Pourquoi? Je sais pas, un môme de 10 ans comme ça dans la jungle, enfin bon, c'est... tu sais, Pierre, qu'il y a beaucoup de... La Guyane est un pays peuplé, donc il y a des enfants qui naissent et qui grandissent là-bas. Ouais, hein. mais tu les as fait bivouaquer dans la jungle. Tu les as pas mis dans un hôtel 5 étoiles, les mômes. Oui, mais si on allait là-bas, c'était pour ça. Mais écoute, je vais te dire, mon fils, il est devenu, en fait, il est pareil, comme un poisson dans l'eau. Parce que pour un gamin, en fait, s'il te sent en sécurité, si toi, si tu lui montres, je lui ai montré comment on avait trouvé un serpent un jour, je lui ai montré, qu'il fallait pas les manipuler parce que lui il ne les connaissait pas, il sait pas si c'est venimeux, pas venimeux. Tu lui apprends les quelques règles essentielles. Et après, pour le coup, mais c'est un pays de liberté que tu peux même pas imaginer. Et il allait pêcher avec ses petits camarades là-bas, il allait chasser, et au bout de 3 jours, il était en tongs dans la forêt comme les gamins du coin, quoi. Donc non, il a adoré, je crois qu'il en garde. Et d'ailleurs, tiens, c'est marrant que tu me dis ça, je suis en train de penser qu'il y a quelques jours, mais peut-être la semaine passée, il m'a demandé si on pourrait y retourner, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, on n'a pas eu de chance, parce que c'était au moment des grèves, on n'a pas fait du tout ce qu'on voulait. On a été un peu cantonné une partie de. J'avais prévu plein de trucs, y compris le régiment devait nous accueillir. Et puis tout ça n'a pas pu se faire. Mais je crois qu'il a aimé beaucoup, puisque tu vois, il me propose d'y retourner. Alors, tu as sur un registre plus sérieux, tu as dit. J'ai perdu 2 hommes. On oublie un peu trop souvent que dans ce type de travail, il y a des questions de vie ou de mort. Comment, en tant que chef, on fait face à ça? Je ne saurais pas te dire comment les autres y font face. Ce que je peux dire, c'est comment moi j'ai fait face. J'ai pas très bien fait face d'ailleurs. Je dis souvent que je n'ai pas pleuré, mes hommes n'ont pas pleuré non plus. Pour autant, on était choqués. J'ai perdu 2 hommes à l'entraînement parce que entraînement difficile, guerre facile, c'est un vieil adage militaire. Et donc tout ce qu'on faisait, on le faisait dans des conditions réelles. Et une enquête a été conduite, et puis en 48 heures, il était montré qu'il n'y avait aucune faute de commandement, que c'est un pays dangereux. À l'époque, le régiment avait une 20aine de morts par an, alors c'était énorme. Mais c'est un pays où quand tu bivouaques en forêt, la nuit, des arbres se cassent ou se déracinent parce que le sol est complètement spongieux. Quand tu as un arbre de 30 mètres qui commence à se déraciner, il en emporte une 20aine d'autres sur son passage. Si une équipe bivouaque dessous, elle prend des arbres sur la tête. Hostile la nature. Oui, il y a des animaux dangereux, il y a le fleuve est dangereux, la jungle est dangereuse, il y a des trafiquants dangereux, on fait des activités dangereuses, de tir dans la forêt, de piégeage, etc. Donc forcément, parfois il y a des accidents, et parfois ces accidents sont mortels. Et donc moi, comment j'étais sous le choc, et une fois que la commission a pu prouver que en 36 ou 48 heures que je n'y étais pour rien, on m'a dit vous êtes maintenu dans votre commandement, et aucune poursuite ne seront retenues contre vous. Vous ne pouviez rien y faire. Mon commandant de compagnie m'a quand même convoqué en me disant prenez 48 heures, allez vous brûler la gueule et revenez dans 48 heures. Bon, c'est ce que j'ai fait pendant 2 jours. Et puis en fait, ça n'a rien changé.
J'ai gardé un trou béant en moi pendant des années. Et puis finalement, voilà. Et en revanche, ça a lentement commencé à changer mon regard sur la vie, sur les hommes aussi. Et je pense que beaucoup de mes certitudes se sont craquelées à partir de ce moment-là. Et ma manière d'être avec mes hommes, lentement mais sûrement, a commencé à changer à partir de cet événement. Alors, tu l'as dit, tu es reçu au service action de la DGSE. Est-ce que tu peux, pour les néophytes, et moi le premier, nous dire ce que c'est exactement que le service action de la DGSE? C'est le service action, c'est l'un des services de la DGSE, qui et c'est celui qui conduit toutes les opérations clandestines, c'est-à-dire celles que l'État français ne souhaite pas reconnaître. Et donc, ce sont évidemment des actions. Le Rainbow Warrior, par exemple, c'était ça. Oui, ce sont des actions violentes de neutralisation de personnes, de destruction de cibles ou de matériel, d'interpellation. Enfin, voilà, s'il faut enlever des personnes pour les livrer à tel endroit, pourquoi pas à la justice. Et donc, en tout cas, la vocation du service action, c'est de protéger la démocratie française en luttant contre ceux qui ne respectent pas les règles démocratiques. Typiquement, à l'époque, pendant 10 ans, c'était le terrorisme islamiste, c'était le terrorisme algérien. Voilà, on luttait contre les GIA, voilà, en particulier. Je te poserai pas plus de questions là-dessus. Déjà parce que je suppose que tu peux pas en parler. Non, en effet, et j'ai, comme tous mes anciens camarades, j'ai signé à l'époque des engagements de confidentialité, et je m'y suis tenu et je m'y tiendrai, y compris dans le bouquin que je suis en train d'écrire, où je donnerai quelques anecdotes, mais qui seront démarquées de lieux, il n'y aura pas de possibilité de recoupement, et tout ce que je dirai en fait est globalement déjà connu, parce que pour moi c'est important voilà, je n'étais pas un mercenaire, j'ai fait ce métier par choix, par vocation, et parce que je respectais aussi un certain nombre de valeurs, et du coup, pour moi, c'est important de respecter cette confidentialité à laquelle je me suis engagé. Il y a dans la formation, là aussi, je ne sais pas si tu peux en parler, mais dans la formation, il y a des choses, je suppose qu'il y a des choses bien particulières à ce service-là. Oui, c'est toutes les activités les plus baroques et qui n'ont rien de militaire. Voilà, comment se déguiser, comment faire des filatures, comment rompre des filatures, comment piéger avec des matériels de fortune, comment tuer avec une petite cuillère, comment faire poser des avions, comment guider des équipes qui viennent d'un sous-marin par la mer, comment exfiltrer des personnes par mille et une manières d'un pays dangereux, etc., etc. Et tu y restes combien de temps? J'y resterai 8 ans. 8 ans, d'accord. Et après, donc, bascule dans les forces spéciales, si j'ai bien compris. Voilà. Et après ça, effectivement, je quitte le service action pour rejoindre les forces spéciales. Bon, la grande différence entre les deux, c'est que le service action est donc chargé des opérations clandestines, donc celles qui ne sont pas revendiquées par l'État français, et il est placé. Alors donc ils sont couverts, leurs missions sont. Pour ceux qui savent pas, DGSE, c'est Direction générale de la sécurité extérieure. C'est ça, Direction générale de la sécurité extérieure. C'est la centrale de renseignement française. Et donc, les opérations du service action sont couvertes par le secret défense, et ce service, la DGSE, est rattaché au pouvoir politique. Voilà. Inversement, les forces spéciales, elles n'en sont pas chargées des opérations clandestines, puisque les opérateurs des forces spéciales ne sont pas formés à la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture, de légende, etc. Ce qui est l'apanage des agents secrets. En revanche, juste pour mon kiff, tu as eu une légende? Ah ben évidemment, comme tous les agents, j'avais plusieurs légendes en fait. Même pas comme plus, mais comme certains agents, j'avais plusieurs légendes. Tu étais déjà ma rockstar, tu deviens, je sais pas quoi. Mais... Donc les forces spéciales. Johnny sort de ce corps. Allez, donc les forces spéciales, elles, voilà, donc couvertes par le confidentiel défense et pas le secret défense, pour des missions discrètes et qui dépendent directement du chef d'état-major des armées. Voilà. Avec une grande différence, c'est qu'un agent secret fait l'essentiel de ses missions seul, puisque même quand une équipe d'agents est sur le terrain, il n'y a pas de contact physique entre eux
pour éviter que si l'un d'entre eux était capturé, torturé, ils ne puissent dévoiler le nom et la localisation des autres membres de l'équipe. Alors que dans les forces spéciales, l'équipe minimum, c'est le trinôme. Il n'y a jamais un agent qui travaille seul. Et du coup, ça donne en termes de sentiment de sécurité, de sentiment d'appartenance, de puissance du collectif. Moi, j'ai appris énormément dans ce monde des unités spéciales, des forces spéciales. Et ça, on est en quelle année ? Et là, on est en 2001, en fait. À l'été 2001, mois d'août 2001, je rejoins... septembre. Voilà, je rejoins le commandement des opérations spéciales, arrive le 11 septembre 2001, et le 3 novembre 2001, je pars à la tête du premier détachement français de forces spéciales. C'est le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est le cadeau que m'offre le général commandant les opérations spéciales. Et à partir de là, je vais enchaîner 5 années de missions non-stop de tout type. Voilà, et des missions passionnantes. Alors en Afghanistan, beaucoup, parce que j'en aurais fait 5 en tout. Je crois que j'ai dû passer 14 mois en tout en Afghanistan, en 5 missions. Et puis plein d'autres théâtres d'opération sur des missions complètement différentes. Voilà, 5 années passionnantes où j'ai appris, où vraiment là pour le coup, j'ai appris ce que c'était que de mettre en puissance l'humain et de délivrer de la puissance collective. Voilà. Nous, tu vois, on considère qu'un opérateur des forces spéciales est capable d'agir en infériorité numérique à 1 contre 3. Et évidemment, ce qui fait la différence, c'est pas ses équipements, c'est pas seulement ses procédures. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de chacun, c'est la confiance en soi, la confiance en l'équipe et la capacité de chacun à faire que la puissance du collectif devient bien plus que la somme des puissances individuelles. Voilà. Ouais, t'as un vrai effet multiplicateur. Ouais. Yeah. Et alors, je crois que je t'ai entendu le raconter dans une de tes conférences, parce que tu es aussi conférencier, où tu racontais une de tes pires nuits en Afghanistan, où finalement tu te retrouvais en tant que chef opposé à tes hommes. Tu te souviens de cette anecdote ou pas ? Oui. Enfin, cette anecdote, il y a longtemps c'est un peu faible. Oui, il y a très très longtemps que tu m'avais dû entendre raconter ça, mais oui. Ah, mais moi, je bois tes paroles depuis des années, Olivier. Alors, non, mais tu vois, je t'ai entendu une fois la raconter, et pour preuve qu'elle est marquante, c'est que oui, ça doit faire 5-6 ans peut-être que tu as raconté ça, et pour moi, elle est ancrée dans mon esprit, cette histoire, tu vois. Oui, ça fait au moins 5-6 ans. Alors, je peux comprendre qu'elles sont ancrées dans ton esprit, parce qu'en fait, elle parle de la solitude du chef, et elle parle de l'autorité, elle parle de la nécessité de l'acceptation d'être impopulaire à un moment. En tout cas, c'est pas d'être impopulaire, mais de prendre une décision impopulaire, parce que finalement, ça m'a pas du tout nui, mais bon, en gros, tu veux que je te raconte ça ou? Ah ouais, je partage ça. Enfin, je pense que c'est. En fait, pour faire court, on vivait donc en Afghanistan, on combattait aux côtés des forces spéciales américaines et des factions afghanes de l'Alliance du Nord. L'une des factions aux côtés de laquelle on combattait à une époque, on était assez proche d'eux, et l'un des membres de cette équipe, qui s'appelait Hamid, était particulièrement proche de mon détachement, parce que c'était un jeune gars, mais qui avait déjà au moins 4 enfants, comme toujours là-bas. Et lorsqu'un jour on s'était approché du Panjshir dans son village natal, on avait passé 1 ou 2 nuits de bivouac là-bas. Il nous avait servi notre premier plat de viande. Voilà, on n'avait pas mangé de viande depuis très très longtemps. Et en fait, on s'était rendu compte au petit matin qu'il avait alors on avait mangé de la chèvre en l'espèce, et on s'était rendu compte qu'en fait il avait égorgé la seule chèvre qui nourrissait sa famille. Voilà. Et ça veut dire que ce lait donnait à manger à ses enfants, et que ce gars, la tradition de l'hospitalité tellement puissante dans ce pays magique, et puis reconnaissance de cet homme qui est heureux qu'on combatte à ses côtés contre les talibans, décide ce geste extrêmement fort pour nous. On ne savait pas comment faire pour le remercier, on était extrêmement gênés après coup
Bon, et donc ça avait créé un lien très fort avec lui. Et puis quelques mois plus tard, en fait, quelques semaines plus tard, dans des combats, en fait, il finira égorgé. Parce qu'il est pris en otage avec quelques membres de cette faction. Et quand on parvient à reprendre la position, en fait, voilà, on découvre les corps sans vie de nos camarades afghans. Et les quelques talibans rescapés sont retranchés dans une grotte à quelques centaines de mètres de notre position. Et dans la nuit, à un moment, mes hommes décident, je le fais court, mais voilà, en gros, ils décident d'aller rendre justice à Hamid, en allant nettoyer la grotte. Voilà. Alors on est en pleine guerre, ça tire de tous les côtés, j'aurais pu dire oui, mais à ce moment-là, j'ai estimé que je devais dire non. Et je l'ai estimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que j'avais appris au service action et que j'ai gardé pour toujours, voilà, qui m'a accompagné dans toute mon expérience militaire, c'est qu'on ne chasse pas les loups avec des chacals. On les chasse avec des chasseurs qui ont certes passé un permis de tuer, mais pas n'importe comment. Sinon, on devient les loups qu'on combat nous-mêmes. Donc ça n'a plus de sens. Je voulais aussi revenir au sens en rappelant que officiellement nous n'étions pas présents, et à l'époque on jouait au chat et la souris avec des journalistes français qui avaient entendu dire sur place que des militaires français étaient présents, alors que la France ne reconnaissait pas, la France démentait, parce que pour se protéger elle ne voulait pas reconnaître que des commandos étaient infiltrés en Afghanistan. Voilà. Et donc et donc je leur ai dit, voilà, on est encore en pleine guerre, on est tous en vie. Cette grotte, elle est forcément piégée. Notre mission, c'est pas à nous d'aller faire ce boulot-là. Nous, on est là aux côtés des Afghans, mais c'est pas à nous à y aller. Et en tout cas, et certainement pas dans cet état d'esprit-là pour rendre justice. Quelle justice, en fait? Tu veux te faire justice pour rendre ta justice à toi, mais est-ce que c'est ça la justice? Et donc, si on fait ça, on risque d'avoir des pertes. Et comment on fera? Et si on y reste et que demain le corps des militaires français est exhibé sur CNN, comment on met en difficulté le gouvernement français? Et voilà, est-ce que vous êtes OK pour que vos familles assument le fait que, parce qu'on a pris cette décision à cause de nous, c'est toute la politique de la France qui est voilà, remise en question, etc., et sa parole? Enfin voilà, on a passé une nuit et je me suis opposé, voilà, tout au long de cette nuit, pour toutes ces raisons, éthiques, diplomatiques, le sens de la mission, etc. Et au final, ça a été une nuit où petit à petit j'ai vu basculer mes hommes qui sont revenus, voilà, je ne sais pas si c'est à la raison, mais en tout cas dans mon camp, et en disant oh oui, commandant, vous avez raison, je vous demande pardon. Bon. Et il y en a qu'un le matin qui était plus tout seul en fait, mais qui aurait aimé y aller. Bon, évidemment, il pouvait pas. Et qui m'a fait la gueule pendant tout le reste de la mission. Et ça a été dur parce qu'on était un petit détachement, on encaissait beaucoup de coups, on était extrêmement cohésif. Et en fait, cette décision, elle a momentanément dégradé la cohésion dans mon équipe. Oui. Et c'était super dur de me sentir responsable de cette baisse de la cohésion, alors que j'avais le sentiment que ma décision était juste. Bon. Et puis finalement, l'équipe s'est ressoudée, tout ça est reparti, et puis ça a à nouveau bien fonctionné, mais ça a mis quelques jours. Et au final, ce qui est rigolo, c'est que dans l'année qui a suivi notre retour en France, en fait, tous mes hommes sont venus me voir. À l'époque, on était à Taverny. Eux venaient essentiellement de Lorient et de Saint-Mandrier. Ils venaient me voir en me disant, commandant, je voulais vous dire merci, en fait, pour le jour où vous avez dit non. En fait, vous aviez raison. Et l'un des derniers, c'était pas le dernier, mais l'un des derniers qui venait, parce qu'il passait par là, c'était ce gars que j'aimais énormément, en plus cet officier marinier, c'était un mec qui savait tout faire, tu sais, t'as toujours un peu des gars avec qui tu t'entends particulièrement bien, et lui, jusqu'alors, on s'entendait, mais super bien. Et c'était dur de voir qu'il continuait de me faire la gueule. Pendant 2-3 jours, il me parlait plus, quand je lui donnais des ordres, il répondait reçu. Tu vois, mais il ne me parlait plus. Bon. Et finalement, il est venu me voir un jour et il m'a dit, je vous demande pardon. En fait, j'étais un con. Et vous aviez raison, et je vous demande pardon. Voilà, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, on avait l'œil humide et on est parti boire des bières. Tu vas me faire chialer. Non, en plus, c'est vrai, je trouve ça émouvant. Et puis, alors, pourquoi aussi excuse-moi, je t'ai un peu poussé à raconter cette histoire, c'est que, et c'est ce que je disais à mes étudiants quand tu as bien voulu travailler avec eux, je dis, quand
quand n'importe qui vous parle de leadership et de gestion des hommes, voilà, on peut se poser la question de la légitimité. Dans ton cas, tu vois, t'as vécu des choses où, ben voilà, ouais, on parlait de vie ou de mort, et pour moi, ça légitime en tout cas les réflexions que tu peux avoir sur les problématiques de leadership, et ça rend ta parole d'autant plus forte, parce que en 2006, tu raccroches les gants, j'allais dire, mais tu sors de l'armée. Oui, en fin 2005 en fait. Voilà, Ouais. je quitte l'armée, ça fait 18 ans que je suis officier. Le moment est venu pour moi de changer d'environnement et du coup je décide de me lancer dans une nouvelle aventure qui sera la jungle de l'entreprise, que je connaissais beaucoup moins bien que la vraie jungle et Il y que a je vais aucun moment tu découvrir. t'es dit je finis ma carrière à l'armée? Non, en fait, mes chefs ont essayé m'ont invité à le faire parce que si j'étais parti 7 ans plus tard, j'aurais touché ma retraite immédiatement. Et là, ça n'était pas le cas parce que pour avoir ta retraite immédiatement, il faut avoir fait 25 ans de service. D'accord. Et je me suis dit à ce moment-là, non, c'est maintenant. En fait, je sens que l'appel est maintenant. C'est maintenant que j'ai envie de le faire. Je ne l'ai pas regretté parce que tu vois, ça m'a permis de faire l'executive MBA à HEC où on s'est connus, toi et moi. Ouais. Ça m'a permis d'accéder à de belles responsabilités très différentes. Je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes choses, accès aux mêmes choses en démarrant plus tard. Donc en tout cas, voilà, je n'ai absolument pas regretté. Et c'est le début donc d'une nouvelle aventure. Je rejoins le 2 janvier 2006, je rejoins Monoprix, au comité de direction de Monoprix. Alors là, je me retrouve un petit bébé dans la cour des grands, si tu veux. Donc, je connais rien à l'entreprise. J'arrive avec, alors au départ, je suis rempli d'enthousiasme. J'ai le moteur de l'envie allumé plein pot. Et puis je vais un peu déchanter. Je vais découvrir, voilà, qu'il y a des différences entre le monde de l'entreprise et puis le monde militaire. De grosses différences d'ailleurs. Ouais. On pourra en parler si tu veux, mais et puis je vais apprendre, voilà. Et donc je passe par une phase d'euphorie au début, puis après je vais déchanter à un moment, puis après ça va s'équilibrer, et je vais passer 5 années exaltantes avec beaucoup de missions de transformation de l'entreprise, puisque je suis patron des projets stratégiques de Monoprix, et donc tous les grands chantiers de transformation, en tout cas beaucoup des grands chantiers de transformation, je vais y être impliqué ou les diriger. Comment t'avais attrapé ce job? Non, j'allais dire par hasard, si, d'une certaine manière, mais par un réseau d'amis. Voilà, D'accord. je suis invité un soir à un dîner, et une amie à qui je dois vraiment une fière chandelle, avocate parisienne, très bien relationnée. Grand dîner, et à la fin, elle dit à deux directeurs généraux qui étaient là, il y avait le DG de Monoprix et le DG de Point P. Elle leur dit, au fait, mes amis, j'espère que vous avez parlé avec Olivier à l'apéritif, et si ça n'est pas le cas, je vous invite à vite aller lui parler au café, parce que Olivier a une carrière extraordinaire. Il s'apprête à quitter l'armée et il va vite être raflé par d'autres. Donc, si vous voulez pas qu'il vous passe entre les doigts, je vous conseille d'aller lui échanger vos cartes. Génial. Ouais, tu lui dois, à elle aussi, Ah tu non, lui mais dois une fière chandelle, hein. extraordinaire, Françoise, extraordinaire. Merci Françoise. Et du coup, voilà, à la fin de la soirée, j'avais la carte de visite des deux DG. Je les ai rencontrés tous les deux. Les deux m'ont fait chacun une proposition dans les semaines qui ont suivi. Et finalement, l'aventure me paraissait plus intéressante, voilà, plus ouverte chez Monoprix. J'ai aussi vraiment accroché avec ce patron de l'époque. J'aimais sa personnalité. C'est une rencontre d'hommes en fait. Et voilà, je le suis. Et je connais rien parce que ce qu'il m'a raconté, j'ai pas tout compris. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais c'est ok pour moi. Et je démarre comme ça. Ok. Donc projet stratégique pour Monoprix. Et Voilà, puis donc pendant 5 ans, dans le même temps, je fais cette executive MBA à HEC, ouais, et puis ensuite je quitte Monoprix, je rejoins le groupe Up, qui s'appelait à l'époque Chèque Déjeuner, ouais. où là je serai le DG adjoint international du groupe. Voilà, et là pendant 1 an et demi, je vais parcourir l'Europe,
Je suis absent 2 semaines sur 3. Pendant 2 semaines, je fais des petits sauts de puce, chaque jour une filiale. Puis je reviens 1 semaine au siège à Gennevilliers où je passe la semaine. Et puis à nouveau, je repars 2 semaines faire le tour de mes filiales parce que je connais rien. Je connais rien à ce monde-là. Je connais rien au business model. Je connais rien à nos clients. Comment bon. Et donc ça va me prendre beaucoup d'énergie, un peu trop d'ailleurs. Je finirai lessivé. Mais où j'apprends énormément et c'est là que je prends conscience qu'en fait, mon talent et ce que j'aime le plus, c'est emmener des équipes un peu en difficulté vers le succès. Voilà. Et on avait, c'était l'international à l'époque de Chèque Déjeuner, c'était encore une belle endormie. Et là, je découvre des détachés français dans les filiales sur lesquels je vais m'appuyer, des DG plein d'enthousiasme, plein d'envie, et ensemble, on va remonter les manches, on va se réunir souvent. Je vais aller les voir tout le temps, je vais être à leur côté sur le terrain, et on va réinventer en fait notre manière de fonctionner. Voilà. Et ça va être une aventure passionnante, épuisante, mais passionnante. Et c'est comme ça qu'au bout d'1 an et demi, je me rends compte qu'en fait, j'aime accompagner vers la performance des équipes qui jusque-là n'étaient pas encore au fait de cette performance. Et comment tu fais le shift en te disant, plutôt que d'en aider une boîte, je vais en aider 10. Aussi parce qu'en même temps, voilà, j'ai des choix, on me demande de faire des choix parfois qui ne me conviennent pas, et donc je me dis à un moment, je crois qu'en fait, ce que j'aime, c'est être finalement mon propre patron. Et je me souviens que quelqu'un m'avait posé la question à une époque en me disant mais tu n'aimerais pas être entrepreneur, créer ta boîte, et je me sentais pas du tout capable avant l'executive MBA. Et c'est vraiment l'IMBA qui m'a complètement décoquillé, où je me suis dit en sortant, mais en fait, ok, maintenant je comprends tous les leviers de croissance et voilà d'une boîte, j'ai compris comment ça se gère, j'ai une belle expérience chez Monoprix. Pourquoi pas? Et en fait, ça a germé tout doucement, et finalement, c'est là que ça a pris son sens, où je me suis dit, en fait, voilà, j'ai envie d'être mon patron, de choisir moi-même quelle stratégie, comment je redistribue ou pas les bénéfices de ma boîte, etc. Voilà. Et du coup, je voyais bien qu'il y avait un peu de souffrance, pas mal de manque de performance en entreprise, pas mal de manque de confiance. Or, tout ça, pour moi, c'était devenu tellement facile au fil de ma carrière, que je voyais que c'était là que je performais, que ce soit chez Monoprix ou chez Chèque Déj. Voilà, mes équipes étaient plutôt en surperformance par rapport aux autres. Et donc, j'ai eu envie d'aller en accompagner d'autres sur ces chemins. Parce que là, tu prends un positionnement qui est finalement à l'aune de ton parcours. C'est accompagnement sur leadership, management, transformation des organisations. Pas de l'entreprise, mais des organisations. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours que des entreprises. Mais vraiment, voilà, transformation des organisations, c'est vraiment accompagner aujourd'hui. Mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants et les managers dans la transformation de leur organisation, mais vraiment vers la réconciliation de l'humain et de la performance. Moi, faire de la performance à coup de pied dans le cul, ça ne m'intéresse pas. Et faire de l'humain bisounours sans performance, ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai la conviction aujourd'hui, mais c'est plus qu'une conviction, c'est vraiment une expérience qui s'est ancrée dans mes cellules, parce que je l'avais déjà vécu dans le monde des forces spéciales, et que je l'ai connu dans les entreprises où j'ai d'abord travaillé comme salarié, puis maintenant que j'accompagne, que évidemment qu'il y a une voie vers la réconciliation des hommes et de la performance, et qu'on peut être exigeant et bienveillant, et qu'au contraire ça a même énormément de sens. Alors, je l'ai vécu, puisque, alors, pour la petite histoire, tu es aussi, tu interviens à HEC, tu interviens à l'IX, à Polytechnique, et à l'ISC, sur des problématiques de leadership. Et ce qui est frappant, c'est que tu arrives vraiment à transformer les gens que tu accompagnes. Si tu avais, alors sans donner de nom ou quoi que ce soit, mais à décrire la situation que tu as réussi à retourner ou transformer, et qui te rend le plus fier là dans ce parcours-là d'accompagnement, ce serait quoi? Il y en aura une qui te vient comme ça? Écoute, C'est la prochaine, tu vas me dire. Allez.
Ouais, j'en ai pas une en particulier parce que chaque situation est à la fois complètement différente et en même temps tellement similaire parce que ce sont toujours des problématiques humaines. C'est toujours moi, voilà, moi la joie que j'ai à chaque fin de mission. D'abord pour moi, ce qui est important, c'est que quand on entre dans une entreprise, c'est qu'on n'y reste pas longtemps. Moi, j'ai pas vocation, j'ai pas envie de rentrer dans une boîte et de pitonner pour les 10 ans à venir et d'en faire une vache à lait. Pour moi, mon intention, c'est vraiment, on arrive à un moment où on a besoin de nous, et du coup, on va les accompagner pendant un temps pour améliorer la performance. Et donc, pour ça, on va passer par le renouer le lien, recréer la confiance. On va parfois former les managers, accompagner des équipes, coacher, etc. Mais vraiment pour les emmener vers l'autonomie. Et d'ailleurs, dans tous les parcours de formation qu'on fait, à un moment, j'implique systématiquement, parce que je fais pas de formation sur les savoir-faire basiques, si tu veux. Moi, les formations qu'on fait, c'est toujours des parcours de formation sur la posture de leader, où on travaille les différentes casquettes du leader, où on travaille, voilà, toutes ces choses-là, on leur fait vivre vraiment entre chaque session. Donc c'est des parcours qui durent entre 6 mois et 1 an. Entre chaque session, on les fait mettre en pratique des choses dans leurs équipes. Tu leur fais faire des rétex? Oui, bah aussi du rétex, du retour d'expérience, bien sûr. Mais donc ça c'est grand enseignement aussi des forces spéciales, c'est que et de l'armée en général, c'est l'armée est spécialiste des retours d'expérience. Mais en fait. Oui, bien sûr. Et une opération spéciale, c'est toujours 3 temps. Préparation, action, retour d'expérience. Voilà. Et ça a été l'une de mes grandes surprises en entreprise, c'est de découvrir qu'en fait, un projet, c'est un temps. C'est l'action. C'est action, action, action. Mais en fait, la préparation, elle est parfois un peu réduite. Trop réduite. On a manqué souvent beaucoup d'éléments dans la préparation qu'on n'a pas abordé et qui du coup vont nous poser problème dans le déroulement de l'action ou du projet. Et puis alors le retour d'expérience ou qu'on pourrait appeler débriefing, peu importe. Moi j'appelle le rétex. Alors là on en fait pratiquement jamais, mais parce que non, mais tu comprends, dans la vraie vie on n'a pas le temps. Ah bon? Donc en fait les militaires c'est des bisounours, ils sont pas dans la vraie vie. Eux, ils ont le temps en fait, parce qu'ils non mais c'est ça, ils ont rien d'autre à foutre. Et bien sûr que c'est la même chose. Bien sûr qu'ils ont aussi, quand tu termines une opération, que tu en as déjà 3 autres, t'en as une qui est en préparation, il y en a une où tu as déjà des équipes infiltrées, etc. T'as qu'une envie, c'est tourner la page. Et en même temps, je sais par expérience que combien c'est riche de faire un retour d'expérience. Alors il faut pas que ça dure 8 jours, mais c'est indispensable. Et tu vois, dans ma carrière, le retour d'expérience le plus riche qu'on ait fait, c'était pas à la suite d'un échec, c'est à la suite d'un succès. Voilà. Mais il cachait énormément c'était l'arbre en fait qui cachait la forêt de tout un tas de dysfonctionnements qu'on n'avait pas vus et qui nous auraient coûté cher tôt ou tard si on ne les avait pas mis en lumière à l'occasion du retour d'expérience. Dans un rétex comme ça, comment on fait pour pas que ce soit une mise en accusation d'un tel ou d'un tel? Ah ben ça fait partie des règles. Alors, moi j'ai mis au point une méthodologie sur le rétex, mais ça fait partie des règles de base. C'est qu'on n'est pas là pour régler les comptes. Et déjà, on va séparer du rétex la partie recherche de fautes. Voilà. Et traitement de la faute. Donc en fait, on n'est pas là pour chercher la faute et traiter les personnes à l'origine des fautes. On est là pour comprendre ce qui s'est passé et voir comment on pourrait faire mieux la prochaine fois si ça se reproduisait. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc pareil dans la manière de s'exprimer, on n'est pas, on ne parle jamais des personnes dans le rétex. On parle des faits. Ouais, ben l'équipe machin, c'est comme d'habitude, ils n'ont pas fait leur job. Stop. Quels sont les faits? Les faits, c'est qu'ils s'étaient engagés à nous fournir tel document ou tel produit avant telle date et qu'on l'a eu 15 jours après. Ok, ça c'est factuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et maintenant, comment on pourrait faire différemment? Mais voilà. Donc, en fait, là-dessus, pour le coup, le leader, il a un rôle assez cadrant, comme garant des règles de vie pendant le rétex. Parce que sinon, sinon effectivement, ça pourrait tourner. Alors, soit au règlement de compte, soit au mensonge, chacun cachant sous le tapis, s'ils sentent qu'il y a un risque de sanction et que c'est ici qu'on va traiter ça, quoi. Un autre truc, un autre point d'attention. C'est pas un truc. Un autre point d'attention sur lequel je vois que tu fais travailler les gens avec lesquels tu collabores, c'est l'écoute. Oui. Et
comment dire, j'en ai vu les effets, sur les équipes que tu avais pu encadrer. Et qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi la magic sauce là? Je leur dis rien, je leur fais vivre en fait, je leur fais essayer, mais je leur montre que voilà, quand on est en réunion et que t'en as un qui s'exprime pendant qu'il y en a deux qui sont sur leur iPhone, deux autres à côté qui parlent dans leur coin, un troisième qui baille aux corneilles en pensant à autre chose, et que j'arrête tout le monde en disant ok, est-ce que chacun peut me dire voilà qu'est-ce qui vient de se dire et qu'est-ce que vous en faites maintenant. Bon ben je leur dis ben, regardez, vous êtes en train de perdre votre temps en fait. Et donc, je les amène à travailler effectivement la présence, la qualité de présence. Moi, j'ai appris ça en fait. Je suis, en plus d'être coach, je suis praticien de la relation d'aide centrée sur la personne. Et donc, qui est un courant de la psychologie humaniste qui avait été créé par Carl Rogers. Et en fait, en approche centrée sur la personne, il n'y a pas d'outil. L'outil, c'est le thérapeute. Et donc, tu utilises pour ça la compréhension empathique, la reformulation. Enfin, il y a un certain nombre de conditions que tu vas offrir à la personne que tu accompagnes, et tu reformules beaucoup. Et donc, pour reformuler, il faut écouter, il faut être en permanence en train de suivre la personne, parce que reformuler, c'est pas juste redire avec des mots. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens là à ce moment-là de tout ce que tu viens de me livrer. Et ça nécessite une qualité de présence totale. Et donc, tu ne peux pas faire ça si tu es en même temps tu es en train de pianoter sur ton email, en train de répondre à un SMS. Ça n'est pas possible. Et donc, une fois que je leur ai fait vivre 2-3 trucs, qu'ils ont compris ça, je leur apprends simplement d'abord à réduire le temps prévu parfois. Si tu avais, plutôt que de faire 3 choses en même temps en 1 heure, eh ben, tu répartis ton heure différemment. Tu avais prévu de voir ce collaborateur pendant 30 minutes, mais tu es en train de faire d'autres choses avec lui, mais ne fais un point que de 15 minutes avec lui. En revanche, tu poses tout, tu te mets à côté du bureau, et pendant 15 minutes, tu es à 200% présent pour lui, mais tu vas voir tout ce qui va se passer. Évidemment que vous allez vous rejoindre, évidemment que tu vas pouvoir l'aider à avancer sur ses problèmes, que tu vas l'aider à trouver ses solutions, parce qu'à ce moment-là, tu es 100% présent. Voilà. Et donc, ils comprennent vite que finalement, effectivement, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et je leur apprends à travailler cette qualité d'écoute, voilà, et qui est aussi et écouter, c'est aussi apprendre aussi à s'écouter. Hein, c'est écoute de soi, écoute de l'autre, voilà. Mais pour moi, la confiance dans l'équipe, elle commence par ça. Et aussi apprendre à écouter sans jugement. Le nombre de fois où tu écoutes et en fait il y a ta petite voix qui te dit gna 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 gna, mais je pense ceci, ouais tu dis ça et donc j'interprète. Non mais stop. Là je suis pas en train de t'écouter, je suis en train de te juger, je suis en train de déformer, je suis en train d'interpréter. Et donc je leur apprends aussi, je les fais aussi travailler là-dessus. Et à partir du moment où dans le groupe, dans le cercle, quelqu'un peut oser poser quelque chose, c'est une vraie clé de libération de la parole. Quand la personne peut oser dire quelque chose et que le groupe accueille ça comme n'étant pas la vérité, mais sa réalité du moment, je peux te dire que là, il se passe quelque chose en termes de puissance du collectif. Là, on est en train de se rencontrer. Là, on est un groupe qui commence à devenir cohésif. Et donc, évidemment qu'ensemble, avec un petit peu de méthode, et on va travailler la méthode ensemble ensuite, on va arriver à une énorme performance. Et tout ça, avec Olivier, un calme à toute épreuve qui te caractérise. Alors, non mais... Il y a 2-3 fois, j'aurais été à ta place, j'aurais pété les boulons, certainement. Quand là, ce soir? Non. Parce que avec les étudiants, ça se passe pas forcément facilement, etc. Et mais ce sont des jeunes. Il y a 2-3 fois, ils t'ont poussé un peu. Mais maintenant, aussi, en ayant écouté tout ce parcours-là, ça aide certainement à une partie de zénitude. Mais tu sens que c'est... est-ce que c'est quelque chose de naturel chez toi ou c'est quelque chose que tu travailles? Alors, je ne le travaille plus, mais ça n'était absolument pas naturel quand j'étais jeune. Moi, j'étais un hyperactif, hyper nerveux. Donc, t'imagines, tu marchais sur un orteil, ça partait bim boum, direct. Donc, non, mais la vie m'a appris ça en fait. À force d'expérience, à force de vivre des moments difficiles, à force de découvrir aussi que oui, parfois dans certains environnements il y a des enjeux de vie ou de mort. Alors aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, donc tu vois, j'ai appris aussi beaucoup à relativiser. Moi, je me sens un peu comme en sursis aussi parfois quand j'ai vu tomber tellement de gens autour de moi. Et donc finalement, la vie m'a amené à prendre beaucoup de recul et à devenir beaucoup plus calme. Et puis c'est
ces 15 dernières années, j'ai fait un long cheminement personnel, et je continue d'ailleurs parce que j'apprends tout le temps, et c'est passionnant pour moi parce que en apprenant sur moi, en fait, j'apprends sur la vie, j'apprends sur l'autre. La rencontre de soi, ça permet aussi de mieux d'interagir différemment dans la rencontre de l'autre. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est devenu naturel, ça ne l'était pas au départ. Et effectivement, parfois, que ce soit avec tes étudiants de l'ISC ou avec d'autres, il pourrait arriver, enfin il pourrait se produire parfois des choses qui m'auraient fait sortir de mes gonds il y a 25 ans, mais aujourd'hui je ne sors absolument pas de mes gonds. Et en revanche, comme je suis pas un copain, je leur dis pas c'est pas grave ou je suis d'accord avec ce que tu dis. Il m'arrive de savoir poser des stops, mais j'ai appris en fait que voilà, poser un stop, c'est pas rentrer dans l'autre. Non, stop, c'est stop. Et quand je dis stop, à un moment, la personne comprend pourquoi que voilà, c'est un vrai stop. Mais en même temps, en disant non à quelque chose, je suis en train de dire oui à autre chose. Il y a une autre manière d'interagir entre nous, et peut-être aussi du respect pour moi, pour toi, pour notre relation. Et tout ça, aujourd'hui, c'est devenu facile. Mais pas parce que c'est l'expérience, encore une fois, hein, je veux pas avoir l'air de dire c'est facile et parce que je suis meilleur, ça n'est évidemment pas le sujet. C'est juste devenu facile parce que je l'ai tellement pratiqué que voilà, à force, aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu naturel. Alors, Olivier, tu as une contrainte de temps, donc il faut qu'on aille vite pour finir. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, que je t'ai pas posée, en tout cas à laquelle tu aurais aimé répondre? On a fait un bon petit tour là. Je me suis pas trop posé la question. Toutes les questions sont ok. Donc toutes celles que tu m'as posées sont ok. Celles que tu m'as pas posées sont ok aussi. Donc en tout cas, j'ai pas de manque ou de besoin. Ok. Non, ça me va. Donc, ce que je te propose pour conclure, comme à chaque fois dans la colle, c'est de te passer au crible du questionnaire à la pivot. Et oui. Alors, peut-être que comme t'es comme 90% de mes invités, c'est-à-dire qu'ils ont absolument pas préparé, donc ça va partir en tchatchouka. Mais sinon, c'est pas grave. La première question est, Olivier, dis-nous quel est ton mot préféré? Je réfléchis là. Ok, donc t'as pas préparé. Eh ben, en fait, moi je dirais ok. C'est ok. Pas ok, mais c'est ok. En fait, donc, ce qui me vient, c'est pas mon mot préféré, hein, mais c'est le mot qui me caractérise. J'ai souvent, parce qu'en fait, j'ai appris à dire. Aujourd'hui, je dis plus c'est bien ou ça n'est pas bien. En fait, tu vois, toi, tu vois, on s'apprête à démarrer un projet. Toi, tu es dans la joie. Toi, tu es dans la colère. Toi, tu vois la bouteille à moitié pleine. Toi, tu la vois à moitié vide. C'est ni bien ni pas bien. En fait, c'est juste ok. En fait, chacun a son regard subjectif sur la situation, et donc je ne dis pratiquement plus jamais, je crois, c'est bien ou ça n'est pas bien. Et donc souvent je dis c'est ok. Et alors c'est devenu une espèce de tic, j'imagine, parce que souvent je suis brocardé par dans mes formations par les leaders qui me disent non mais avec Olivier c'est ok. C'est vrai que c'est un petit côté Jaco il a frippé. Oui. Le mot que tu détestes. Il n'y a pas un mot que je déteste. Ce que je n'aime pas du tout, ce sont tous les mots qui jugent, tous les mots qui te mettent dans des boîtes. Qui t'enferme en fait. Le son ou le bruit que tu aimes? Ça, j'adore. Alors, c'est une combinaison de bruits. Si tu me mets le chant des oiseaux avec un petit ruisseau ou une petite fontaine à côté. Et tout nu, les fesses dans l'eau aussi. Pourquoi pas il paraît que c'est excellent pour le timbre. Mais l'anecdote du ruisseau en Guyane. Hein, avec ou pas les fesses dans l'eau, mais c'est vrai que le bruit de la nature et en particulier les oiseaux à côté d'un petit cours d'eau, voilà, là là je m'assois et là pour le coup, je pense qu'en quelques secondes, j'ai basculé dans une autre dimension. Je sais pas où je suis, mais je suis plus, je suis plus dans mes pensées en tout cas. À l'inverse, le son, le bruit que tu détestes. Je ne sais pas s'il y a un bruit que je déteste. Ce qui me vient spontanément, là, c'est marteau-piqueur. Voilà, tu vois, ce genre de bruit, là, c'est... Voilà, si je peux m'en passer, j'adore. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Je n'ai pas beaucoup de gros mots. J'en disais beaucoup avant, mais avec mes enfants, j'ai essayé d'être exemplaire avec mes enfants. C'est pas toujours facile, mais j'essaie d'être très vigilant.
Et comme je les grondais quand ils étaient petits, et maintenant je les gronde plus, mais je leur fais des gros yeux. Il y a 2 jours, mon fils a dit je sais plus quoi là, et je lui ai dit Louis. Bon, et du coup il a changé de mot, tu vois, j'ai pas besoin de crier. Donc des jurons favoris, j'en ai pas. Je pense que celui qui me vient spontanément à l'esprit, que je pourrais dire plus facilement, c'est le mot en 5 lettres prononcé par Cambronne. D'accord. Un grand classique, mais avec la référence militaire, c'est encore mieux. Voilà. La citation que tu aurais aimé prononcer. Il y en a plusieurs, mais bon, il y a celle de Gandhi, mais c'est trop. J'aurais l'impression de me la péter en fait. Tu vois, il y a une citation de Gandhi que je cite tout le temps, qui est soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Voilà. Il n'a pas dit faites le changement, il a dit soyez-le, incarnez-le. Et pour moi, cet homme avait tout compris. Donc voilà, celle-là, elle me parle beaucoup, mais je ne sais pas si j'aurais aimé la dire, parce qu'en disant ça, j'ai l'impression de me comparer à Gandhi. Et là, pour le coup, je me dis, je trouve ça un peu, je sais pas, il y a mon ego qui. Alors du coup, j'en ai une autre qui me vient. C'est celle d'Oscar Wilde. J'aime beaucoup Oscar Wilde disant « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. En effet. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Alors, c'est la dernière question. Alors, écoute, je ne suis pas certain que Dieu me dira quelque chose parce que je suis pas sûr que dans cette dimension-là, ça se passe comme ça et que je puisse entendre quelque chose avec mes oreilles. Non, en fait, ce que j'aimerais, si je devais, au moment où je me retrouverai dans cette dimension, c'est ressentir vraiment la plénitude en moi du fait de ne pas avoir gaspillé mon incarnation et de me dire, finalement, j'ai rempli une grande partie de ce que j'étais venu réaliser dans ce monde. Voilà. Et si Dieu en plus peut me dire, je te confirme, alléluia, j'en serais extrêmement satisfait. Un blanc-seing du bon Dieu, tout va bien. Ok, écoute, Olivier, c'était juste passionnant. J'ai pas vu le temps passer comme souvent et comme à chaque fois même. Et voilà, c'est je saurais pas dire. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est parce qu'on a tous un petit côté. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis admiratif de cet engagement. Tu vois, engagement à une mission qui dépasse ceux mêmes qui la réalisent. Donc voilà, on en pense qu'on en veut, mais moi j'ai cette vraie admiration. C'est tout bête, mais quand je te vois et que je vois la petite ligne rouge sur ton costard, je me dis, celui-là, il l'a mérité. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et tu vois, le fait que tu aies partagé tout ça avec nous me le confirme encore une fois, mais j'avais absolument zéro souci là-dessus. Donc, un grand merci. Je mettrai tous les liens vers Synergy & Co, qui est ta boîte de conseils, donc dans la description. Si jamais dans nos auditeurs il y en a qui veulent te joindre, le meilleur moyen c'est quoi ? C'est le formulaire de contact qui est sur le site. D'accord. Voilà. T'es sur LinkedIn. Après, je suis sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, mais notamment sur LinkedIn, j'ai beaucoup de gens qui me contactent par ce biais, donc et je réponds toujours. Si vous avez des questions sur le leadership, si vous voulez remettre le pied à l'étrier de vos équipes, voilà, ça c'est avec Olivier, c'est certainement une bonne piste. J'en suis absolument certain. Olivier, un très 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 grand merci. Merci à toi, Pierre. C'était un vrai plaisir. Bye bye. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.